d'autant que, voilà, on est dans un moment de mémoire dont on a beaucoup parlé, y compris dans des grandes émissions de télévision. Pour une fois, il y a eu en prime time toute une émission consacrée au dessin de presse. C'est pas si souvent. On en reparlera. Tu l'as pas regardé. Il n'a pas la télévision. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et toi, tu l'as, la télé? Oui. Oui. Donc, bien sûr, il y a cet exemplaire de Charlie. Et là aussi, je trouve cet exemplaire donne beaucoup à réfléchir parce que, en fait, c'est très sérieux. Il y a une enquête, il y a des chiffres, il y a un sondage. Et donc, on sent qu'on n'est plus vraiment dans le côté bête et méchant, qu'il y a là une sorte d'autre, comment dire, présentation du dessin de presse. Et donc, je voulais vous demander à l'un et à l'autre comment, la question est un peu bateau, mais bon, il y en aura d'autres, comment, 10 ans après, vous avez senti cet hommage rendu, cet exercice de mémoire et la place du dessin 10 ans après. Ça fait 2 questions un peu lourdes. Cac, à toi. Ah, tu as un micro. Oui, j'ai mon jouet perso. Il est fort. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, je suis Patrick Lamassoure, en l'état civil. CAC, mon nom d'artiste. Dessinateur de presse. On va parler du métier tout à l'heure. Tu dessines pour l'opinion. Je dessine pour un quotidien qui s'appelle L'Opinion, qui paraît du lundi au vendredi, en papier et en numérique. Et pour 2 hebdomadaires, l'un qui s'appelle Franc-Tireur, qui paraît le mercredi, et l'autre qui s'appelle Le Film Français, qui est spécialisé pour les professionnels de l'audiovisuel, qui paraît le vendredi. Et je préside, on en parlera aussi, l'association Cartooning for Peace, qui a été créée par Plantu. On dira un mot, évidemment, notamment quand on parlera d'International, qui est un réseau international de dessinateurs de presse. Alors, le 7 janvier, ce qui m'a le plus frappé, moi, bon, il y a eu un emballement médiatique visible, parce que ça faisait 10 ans. En presse, on aime beaucoup les chiffres ronds, ça fait des beaux titres. C'est vrai. Les 7 façons 2, les 10... les 3 questions A. Les 3 questions A, ouais, ça marque. Donc ça score. Donc il y a un emballement médiatique, pas tellement surprenant finalement, parce que, en dehors de ce chiffre rond, la mémoire reste vive, oui. Pas uniquement dans la presse, hein, dans la population, de cet événement traumatique qui a même été le début d'une année noire en matière de terrorisme pour notre territoire. Mais ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est qu'il y avait une bonne nouvelle quand même dans ce numéro de Charlie. Qui est au bas de la page. Dont je ne suis pas surpris qu'il soit sérieux, puisque en réalité, Charlie est très connu pour ce qu'ils apportent d'unique, qui est la provocation, le caustique, le dessin grinçant à son maximum, vraiment le maximum de ce qu'on peut faire. Je pense que c'est chez eux, en dehors de choses qu'on pourrait trouver sur Internet. Donc ils sont connus pour ça, mais Charlie a toujours été un équilibre entre le dessin et l'écrit, et le texte. Oui. Qu'ils ont même d'ailleurs, je crois, plus ou moins théorisé qu'il fallait à peu près moite-moite, dessin et texte. Et dans les textes, il n'y a pas que des billets d'humeur qui seront l'équivalent des dessins en écrit. Il y a aussi des enquêtes. Ils ont un journaliste scientifique, Antonio Fischetti, qui écrit des articles scientifiques. Ils ont des enquêtes très sérieuses, très documentées. Ils font des reportages terrain. Oui. Et donc, c'est un journal où on ne fait pas que rire ou que grincer des dents, où aussi on apprend des choses. Oui. Ouais, il y a vraiment les deux. Et à l'intérieur de ça, il y a donc cette enquête faite avec l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, si je ne dis pas de bêtises, sur l'attachement des Français à la liberté d'expression et à la caricature, qui montre qu'en 10 ans, je me tromperai peut-être d'1 ou 2%, mais c'est à peu près ça, l'attachement des Français à la liberté de la presse et à la caricature est passé de 52% à 76%. C'est ça. Ce qui est quand même, quand on fait ce métier et quand on passe notre temps, parce qu'il y a des gens qui s'énervent sur les réseaux sociaux, on va en parler aussi, quand on passe notre temps à dire ouais, on peut plus dessiner comme avant, ça y est, il y a des mouvements, on peut plus rire de tout, bah, on voit juste que 76% des Français disent bah si, vous pouvez, allez-y. Ce qui est quand même énorme, c'est 3/4 de la population.
Donc, moi, ça m'a mis du baume au cœur, en fait, cette information. Guillaume. Bien, bonsoir tout le monde. Donc, juste un petit clin d'œil autobiographique. La première conférence que j'ai donnée, table ronde à laquelle j'ai participé, c'était il y a 20 ans, c'était ici à la BPI. Et elle est filmée, donc si vous voulez, vous pouvez voir mon crâne. Pendant 40 minutes, on voit mon crâne parce que pour cette première, j'avais très très peur et je lisais mon texte. Et en fait, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait Charb qui participait à cet événement. Et les discussions qui ont eu lieu avec Charb les années suivantes, en fait, ont beaucoup compté dans ma vie d'historien. Et d'ailleurs, avec d'autres dessinateurs, je suis toujours évidemment très avide de discussions avec les dessinateurs de presse vivants, même si je m'intéresse plutôt à ceux qui sont morts et à celles qui sont mortes. C'est souvent ceux, puisqu'il y a très peu de dessinatrices avant la période récente. Bon, voilà, ça c'était le petit clin d'œil. Ces discussions avec Charb quand même ont beaucoup compté. Et justement, alors si tu me lances sur la mémoire et Charlie et sur les statistiques, oulala, moi je trouve absolument incroyable aujourd'hui qu'un journal satirique publie des statistiques. Voilà. Quand on prend le petit résumé de présentation, on nous dit que le dessin de presse c'est une arme finalement de défense des opprimés contre les oppresseurs, c'est un moyen de défendre la démocratie de ce point de vue-là, finalement de défendre les faibles contre les forts. Bon, en fait, ça fait d'après moi, depuis longtemps qu'on a abandonné ça. Et Charlie est une espèce de contre-exemple. Oui. Depuis l'attentat, et même en fait depuis 2005-2006, la crise des caricatures de Mahomet, on a une espèce d'inversion où on aurait pu croire jusqu'en 2005 que le dessin de presse était encore ce poil à gratter. Mais à partir de 2005, le dessin de presse est surtout une espèce d'enjeu géopolitique international. Et donc le dessin de presse échappe totalement à lui-même et à ce qu'il était auparavant. Il devient un enjeu de géopolitique et on peut toujours se consoler avec ces statistiques. Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a peut-être 73% ou 75% des personnes interrogées qui disent vouloir défendre la caricature, mais il n'y a que 20 000 lecteurs réguliers de Charlie Hebdo. 20 000. On est revenu à l'étiage d'avant l'attentat de janvier 2015. Et si tu me demandes comment je perçois ces commémorations et finalement ces commentaires dans la presse, je dis, comme CAC, évidemment, je constate cet emballement médiatique. Une semaine après, il n'y aura plus rien. Et il y a, mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie quand même là-dedans. Qu'est-ce qu'écrivaient ces journaux dans les mois et les années qui ont précédé l'attentat de janvier 2015 ? Comment ils défendaient ou pas Charlie Hebdo ? Ils ne défendaient pas Charlie Hebdo. Dans les 4-5 années qui ont précédé l'attentat, la plupart des journaux ont dénoncé Charlie en disant que Charlie mettait de l'huile sur le feu, Charlie faisait du commerce avec ses caricatures de Mahomet. Et c'était aussi en une du Monde, c'était aussi en une du Canard enchaîné. Il y avait vraiment un énorme désaveu pour la défense de la caricature de ce point de vue-là, alors que Charlie était menacé. Bon, aujourd'hui, tout le monde est Charlie dans la presse, et on a bien oublié cet avant-attentat qui pose question quand même. Et évidemment, personne n'a envie de trop réfléchir à ça. On est dans la commémoration, beaucoup d'émotions, tout le monde derrière la caricature. Qu'est-ce que dit vraiment ce sondage ? Je n'en sais vraiment trop rien. Est-ce que, déjà, il a été exploité de manière assez malhonnête, souvent... Ce qui a été mis en avant, c'est que les personnes d'origine musulmane étaient finalement les plus réticentes à la caricature et donc à la liberté d'expression. En fait, dans les statistiques, les protestants aussi. Et les protestants ne sont jamais évoqués dans la presse. Et en fait, quand on questionne... c'est l'IFOP qui a... L'IFOP dit sur les chiffres, certains chiffres, on a des petites étoiles, nous, dans nos résultats, qui disent que les résultats ne sont pas fiables du tout parce que les cohortes sont très réduites. Sur un ensemble de 1000 personnes, vous en avez 30 qui vont être musulmanes, se dire musulmanes, et 30 qui vont se dire protestantes. Et sur 30, des statistiques sur 30, ça n'a pas grand sens. Donc... moi, je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes, mais surtout se dire que si on en est au point de faire des statistiques sur la caricature, c'est bien parce que l'époque a changé. Voilà, à la fin du 19e siècle, la caricature était
partout, entre guillemets, et il n'y avait pas besoin de faire ce genre de statistiques. Elle était menacée, il ne faut pas croire que c'était une partie de plaisir tout le temps. En fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, le filtre de la statistique est un marqueur de l'info. Et que si vous regardez le journal télévisé ce soir, vous verrez une quantité de chiffres absolument incroyable parce qu'on ne donne plus d'infos sans l'accompagner d'une grille de lecture statistique et la caricature n'y échappe pas. Mais je crois là surtout que Charlie Hebdo fait appel aux statistiques parce que, quelque part, il n'y a plus rien d'autre. J'entends. C'est très pessimiste ce que je dis, mais être revenu à 20 000 lecteurs ou lectrices par semaine, alors que c'est monté à 1 million après l'attentat, et que tout le monde était Charlie, les statistiques valent pas grand-chose par rapport à ça. CAC ? Pas de commentaire. Est-ce que ces statistiques... Non, mais est-ce que le fait que 76% ou 15%, les 3/4 des Français et des Français disent je soutiens la liberté d'expression et la caricature, j'y suis attaché. Je crois que c'était ça la question. Ben oui. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont lire Charlie Hebdo, voire plus largement, qu'ils vont acheter des supports de presse dans lesquels il y a des dessins de presse? Pas forcément. Mais au moins... Je l'ai pas pris comme on a donc 3/4 des Français qui sont clients du dessin de presse au sens mercantile du terme, qui sont prêts à sortir un peu d'argent pour en acheter. Je l'ai pris plus comme un symbole qui a aussi expliqué sans doute pourquoi il y a eu autant de monde dans les rues le 11 janvier 2015. Bien sûr. C'était un principe, un attachement au fait que ça puisse exister, même si, effectivement, beaucoup d'entre eux ne sont pas clients, ou peut-être même de moins en moins clients, puisque la presse écrite étant en déclin, il y a de moins en moins de dessins de presse affichés ou disponibles. Alors, puisque tu tiens ton bibelot, tu es coupable tous les jours d'un dessin à la une de l'opinion. Par exemple, le dessin de ce matin, comment est-il né? Comment se place le dessinateur qui a pour responsabilité de faire la une? C'est pas rien. Tous les jours, peux-tu nous expliquer un petit peu ce dessin, ce choix? Et on va peut-être le voir. Oui, alors, ce que je vous proposais, c'est de vous raconter un peu comment ça marche, comment on fait un dessin de presse. Bonne idée. Ça va être l'exemple de... Donc là, il y a une de l'opinion. C'est pas ce dessin-là dont on va parler. J'ai pris une un peu antérieure, mais qui date de la semaine dernière, je pense, sur le discours de politique générale du Premier ministre. Donc François Bayrou. Je précise parce que comme ça change beaucoup en ce moment. Donc là, en ce moment, c'est François Bayrou. Je vais vous raconter comment marche le dessin de presse dans un quotidien, parce qu'évidemment, on a chacun des rythmes. Dans un hebdomadaire, on travaille, vous l'imaginez pas au même rythme. Et puis ça dépend, est-ce que vous êtes à l'intérieur du journal, pas à l'intérieur du journal. Donc l'exemple que je vais donner, ça sera valable pour d'autres confrères, mais c'est vraiment le cas d'un quotidien, d'un dessinateur, intégré à la rédaction d'un quotidien, donc qui chaque jour dessine pour son journal. Dans mon cas à moi, qui chaque jour illustre la une du journal, et dans mon cas à moi, mais c'est aussi le cas d'autres confrères ou consoeurs, qui ne choisit pas son sujet, malheureusement. Le rêve, c'est que vous pouvez choisir ce que vous avez envie de décider. Ce que je fais pour Franc-Tireur, je propose des sujets qui me passent par l'esprit. Mercredi, là, ça sera sur la mort de Jean-Marie Le Pen. Pour l'opinion, non, on me dit, demain, le sujet, c'est le discours de politique générale du Premier ministre, fais-nous des propositions. Beaucoup de journaux vont demander à un dessinateur ou une dessinatrice de faire plusieurs propositions. Alors pourquoi? Ça me paraissait évident, pour avoir l'embarras du choix, c'est une décision assez basique. Ça permet aussi une petite prudence, c'est que ça vous permet, si parmi les propositions, il y en a une qui est un peu trop... voilà, trash, vous avez le choix, vous pouvez en prendre une autre. Donc du coup, il n'y a jamais de censure. C'est souvent une question qu'on nous pose, les dessinateurs, on dit, est-ce que tu as été censuré? Il faudra vraiment que le rédacteur en chef travaille bizarrement, s'il a le choix entre plusieurs dessins, qu'il en prend un et qu'après il soit obligé de le censurer parce qu'il a pris celui qui était le plus dur. Donc en fait, non, la plupart d'entre nous, même Franc-Tireur, je vous ai choisi mes sujets. Oui, je choisis les sujets que je veux traiter, mais je fais plusieurs propositions. Et donc la rédaction va choisir en fonction de ça. C'est le cas de beaucoup de rédactions. Franchement, aujourd'hui, des dessinateurs qui ont leur case réservée et qui envoient leur dessin terminé, et on n'en parle plus, et puis ça plaît ou ça plaît pas, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Il faudrait même que demander à Coco Halibé, est-ce qu'elle a totale liberté? À mon avis, elle a beaucoup de liberté.
parce qu'ils publient des trucs qui ça envoie du bois quand même. On parlera d'un dessin d'elle tout à l'heure. Mais ce n'est pas souvent le cas. Souvent, on fait plusieurs propositions. Donc, la façon dont ça fonctionne, dans le cas de l'opinion, vous pouvez le répliquer à d'autres journaux. Nous, le journal donc, paraît en papier le matin dans les kiosques. Pour les abonnés, il est disponible en numérique le soir, à partir de 20h30 à peu près. Il est donc fait la veille pour le lendemain, on va dire. Et la conférence de rédaction a lieu à 9h30. Donc, conférence de rédaction, tous les journalistes dans une salle. Alors, à l'opinion, c'est facile, c'est une petite rédaction. Il y a 25 journalistes. Donc, c'est vraiment tous les journalistes dans la salle. Dans les gros journaux, vous avez des conférences de rédaction par rubrique. Et après, les rédacteurs en chef remontent les sujets. Les journalistes disent tout ce qu'ils ont envie d'écrire, les sujets sur lesquels ils travaillent, ce qui est pour demain, pour après-demain, voilà. Et à partir de là, c'est les ingrédients. Les rédacteurs en chef vont composer le menu, ils vont faire le chemin de fer, c'est-à-dire le plan du journal. Et ils vont décider qu'est-ce qui va en une, qu'est-ce qui va en deux, qu'est-ce qui va en international, qu'est-ce qui va en... etc. Et c'est donc à ce moment-là, vers 10h, 10h15, que moi je sais ce que j'ai à dessiner, le sujet de la une. Donc on va faire un petit exercice ensemble, puisque hier, dimanche, j'ai donc préparé le dessin qui est paru ce matin dans l'opinion. C'était évidemment sur l'investiture de Donald Trump, vous pouvez l'imaginer. Et donc j'ai fait plusieurs propositions au journal. Alors comment on fait? C'est souvent une question qu'on nous pose pour trouver des idées quand on est dessinateur. Bon, d'abord on se documente, on essaie de comprendre le sujet qu'on doit traiter, si on ne le connaît pas bien. On rassemble des informations. On n'a aussi pas envie de dire de bêtises, même si on est là pour exagérer, transformer, caricaturer, on ne veut pas non plus dire de mensonges, il ne faut pas faire de contresens. Donc on se documente un petit peu. Et à partir de là, on explore des pistes. Donc on se dit, donc si on peut montrer par un premier croquis que j'ai soumis au journal, est-ce que si on peut montrer un premier croquis que j'ai soumis au journal pour le... Voilà, donc là par exemple on se dit les États-Unis, symboles, on part sur les symboles. Le symbole du dessin de presse, il a un gros avantage, c'est que s'il est bien compris du grand public, typiquement un drapeau, ça vous évite du texte, ça vous évite des boum. Vous avez le symbole, c'est les États-Unis. Autre symbole, Donald Trump est connu pour avoir souvent, pas tout le temps, mais très souvent cette cravate rouge qui porte souvent très longue. Donc il y a eu des kilos de dessins avec la cravate de Donald Trump qui fait des tas de choses. Donc vous n'avez même pas besoin de faire la caricature du bonhomme, vous utilisez une cravate rouge, il se trouve qu'elle ressemble au banc du drapeau, je ne vous explique pas le dessin. Donc, une suggestion, c'est une manière de travailler. On peut partir sur des symboles. Autre piste possible, on en envoie un deuxième. L'actualité. Quelle est l'autre actualité qui a marqué les esprits, en tout cas pour ceux qui la suivent en ce moment aux États-Unis, c'est les incendies. Donc c'était de partir du principe que l'élection de Donald Trump, et là on va jouer avec sa mèche, c'est un énorme incendie qui va peut-être s'étendre sur le reste de la planète, et donc les autres pays se préparent comme des pompiers pour essayer d'éteindre ça. Donc ça c'est un croisement d'actu, qu'on fait aussi beaucoup en dessin de presse. Alors là, c'est deux actus qui sont vraiment en rapport l'une avec l'autre. Parfois elles n'ont aucun rapport, et le gag vient justement du fait qu'on les a croisés. Autre proposition que j'ai faite au journal, Donald Trump c'est quoi? C'est un golfeur. Et donc d'imaginer que maintenant qu'il est président, le premier tir, il va s'amuser avec la planète, comme on joue avec une balle de golf. C'est un dessin très simple. Là encore, pas besoin de faire sa caricature. On met la petite casquette rouge sur le sac, autre symbole, et on sait qu'il s'agit de Donald Trump. Donc on utilise souvent des petites choses comme ça. Ça évite de mettre du texte. Le texte n'est pas interdit en dessin de presse, mais il a l'inconvénient qui rallonge un peu la compréhension du dessin. Et surtout que le dessin est moins international. Si jamais vous voulez que ça circule sur les réseaux, moins il y a de texte, plus vous avez de chances de circuler. Voilà. Et autre chose qu'on utilise beaucoup en dessin de presse, c'est les références culturelles. Alors il faut vraiment que le public ait la référence. S'ils n'ont pas la référence, on ne va pas y arriver. Donc on fait un clin d'œil à une œuvre. Et donc, voilà le résultat final. C'est le dessin. Donc alors là, vous avez le dessin terminé. Ce que vous avez vu avant, c'était des croquis. Là, je vous ai mis directement le dessin qu'ils ont choisi, donc que j'ai mis en couleur par la suite, qui est celui qui est terminé. Donc, alors pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est la parodie d'une affiche. Ça se fait beaucoup en dessin, en parodie des tableaux, des films, des scènes de films connus. On l'a tous fait des kilos de fois. La Joconde a été martyrisée par tous les dessinateurs de presse. Je prends la Joconde, c'est un des tableaux les plus connus du monde, mais il y a des tas de choses qu'on a fait comme ça. Et donc, il s'agit du film Terminator 2, en l'occurrence, pour ceux qui ont suivi la franchise Terminator, avec normalement Arnold Schwarzenegger dans le rôle du robot tueur. Et donc, il y a une phrase célèbre du Terminator qui dit tout le temps « I'll be back », je reviendrai. Donc voilà, j'avais dit que je reviendrai. Donc voilà la façon dont ça fonctionne quand on fait un dessin. Eh ben, l'idée, c'est de vous demander lequel a été retenu. Bah oui, mais je l'ai dit parce que comme ils avaient directement passé la version couleur, voilà. Oui, je voulais les faire jouer, mais là c'est directement la version couleur. Ah donc, oui, voilà. ok. Donc c'est finalement celui-là qu'ils ont retenu. Alors après, pourquoi ils ont choisi ça plutôt qu'un autre? Honnêtement, ça fait 13 ans, près de 11 ans que je travaille pour eux.
Donc j'en suis à... Vous faites 11 fois 250 dessins, vous avez à peu près le nombre de dessins publiés en une. Je suis toujours incapable de savoir, là encore tout à l'heure avant de venir ici, j'ai envoyé mes propositions, Ouais. Incapable de savoir lequel ils vont prendre. Parce que l'humour est individuel, chacun de nous a sa propre forme d'humour, donc ce n'est pas les mêmes choses qui vont faire rire, parce que pendant ma journée de travail, je cherchais mes idées, peut-être que le journaliste a un peu fait évoluer son angle, il a peut-être un peu repris le sujet dans l'autre sens, et que finalement, par rapport à tel dessin, c'est plutôt celui-là qui colle. Parce qu'entre-temps, ils ont trouvé un titre, et qu'en fait, tel dessin colle vachement bien avec le titre. Ouais. Donc en fait, c'est impossible de savoir à l'avance ce qu'ils vont prendre. L'opinion étant, et je m'arrête là, un journal qui est plutôt lu par des cadres supérieurs, des chefs d'entreprise, des gens comme ça, on peut juste partir du principe qu'ils ne vont pas prendre un dessin trash. J'en envoie quand même parfois pour les faire rire. Oui. Mais bon, je sais que si c'est trop Charlie, C'est pas le genre de la maison. ça ne passera pas dans l'opinion. D'accord. Le fait que dessinateur de presse devienne un métier, ça remonte à il y a longtemps. Puis d'abord, la caricature, moi qui suis d'origine italienne, je me dis ça a peut-être quelque chose à voir avec caricare, c'est-à-dire charger, alourdir. Il y a de ça dans l'origine du mot caricature. Oui, absolument. En fait, il y a deux traditions dans l'origine de la caricature moderne. Il y a une tradition d'artistes italiens et de déformation des visages. C'est un jeu d'atelier, en fait, les frères Carrage qui s'amusent à inventer ce jeu. On déforme, on grossit les traits, mais on garde la reconnaissance. Mais ça, c'était vraiment un jeu privé. Ça n'avait pas du tout vocation à être diffusé. Et l'autre tradition, c'est la tradition polémique de la caricature, de l'image satirique. Et là, c'est Luther Luther, bien sûr, qui n'est pas lui-même dessinateur de presse. Donc Luther, on est au XVIe siècle et il y a eu un bras de fer entre ce qui va devenir le catholicisme et les réformés de l'autre côté. Et là, on utilise beaucoup d'images polémiques. Avec, voilà, je ne sais pas si on peut montrer. Donc, comment on fait je pour dois passer... dire des numéros. La 001 vas-y. pour commencer. Et parce qu'avant, pourquoi on parle de caricature moderne? Parce qu'au XVIe siècle, il y a l'invention de l'imprimerie, un peu avant le XVIe, la fin du XVe. Et là, il y a une diffusion extraordinaire des images, ce qui donne un tremplin pour ces images. Avant, il n'y avait que des images originales. Et là, par exemple, c'est un graffiti qui a été retrouvé à Rome au XIXe siècle. Et on a des textes du IVe siècle qui font référence à des peintures qui étaient montrées de Jésus avec une tête d'âne et de chrétiens qui se prosternaient, et ça faisait rire les gens. Et c'était bien sûr des païens qui diffusaient ces images. Donc on a déjà une instrumentalisation de l'image métaphorique, polémique, dès en fait le IVe siècle. Et image suivante, donc là je vous parlais de Luther, quand l'imprimerie arrive, oui. Là on peut faire diffuser sur des aires géographiques beaucoup plus larges ces images. Elles peuvent devenir des supports de militantisme. Il y a des réformés qui utilisent ces images dans les tavernes, qui les expliquent pour essayer de convaincre. Et on utilise des procédés que, alors CAC ne va peut-être pas utiliser en une de l'opinion, mais qu'on utilise encore à Charlie, que ce soit la scatologie par exemple. Ici vous avez un réformé qui défèque dans la tiare. La tiare, c'est le chapeau du pape, donc c'est censé être d'une grande sacralité. Et là, il y a aussi un étron et puis une animalisation. Donc, ce sont des procédés très anciens et qu'on garde encore aujourd'hui. Et peut-être pour petit clin d'œil sur la question du métier, puisque tu m'interrogeais. Alors, formellement, le dessinateur de presse, il devient un journaliste dans les années 1935. On crée la carte de presse pour les dessinateurs de presse. Mais avant, ils vivent de ça. Tu as une carte de presse en tant que dessinateur. D'accord. Oui. Et il y a de moins en moins... Très bonne réponse. Il y a un tout petit nombre. Alors, il y en a peu, c'est ça. Non, mais c'est pas qu'il y en a peu qui l'ont. Enfin, il y en a peu qui l'ont. J'estime à peu près. Alors là, c'est pas un chiffre officiel. Le nombre de personnes qui font du dessin de presse publié dans la presse en France, sans doute aux alentours entre 150 et 200 personnes. Oui. Mais ceux qui en vivent principalement, c'est ceux dont c'est leur activité principale, donc ils peuvent demander la carte de presse. Il y a eu, il y a un an, 31 cartes de presse qui ont été délivrées à des dessinateurs. D'accord. Donc peut-être qu'il y en a une dizaine qui ne l'ont pas demandé, parce que, mais en gros, il y a moins de 50 personnes en France aujourd'hui, dont l'activité principale, c'est le dessin pour la presse, je précise bien. Voilà.
Bon, et au 19e siècle, évidemment, il y a tout un tas de dessinateurs qui vivent de ça. Mais la perspective a un peu changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un dessinateur ou une dessinatrice fait ce boulot parce qu'elle a vraiment envie de le faire. C'est pas par défaut, alors qu'au 19e siècle, on cherchait d'abord à être un peintre ou une peintre reconnue. Bon, c'était bien difficile d'être reconnu, mais à faire une carrière par les beaux-arts, une carrière artistique. Et par défaut, pour gagner sa vie, on dessinait dans la presse qui était pléthorique. Il y avait des centaines de journaux satiriques en France à la Belle Époque, parce qu'on en publiait à Paris, on en publiait aussi en province. Dans la moindre ville de province de 20 000 habitants, il pouvait y avoir un journal satirique. Par exemple, pendant les périodes électorales, mais parfois c'était au-delà des périodes électorales. On avait aussi du dessin dans la presse quotidienne. Donc, évidemment, il fallait de la main-d'œuvre pour assurer tous ces dessins. Tu veux dire qu'il y a même des quotidiens à l'époque qui sont purement de dessins satiriques? Alors, on a un journal quotidien en 1832 oui. qui est un journal satirique, mais c'est l'exception. Il faut attendre les années 1880 pour voir les ancêtres de CAC appeler des dessinateurs. Donc dans les quotidiens, c'est 1880 à peu près. Mais c'est des dessins, on voit bien la différence entre les dessins dans la petite presse satirique qui sont extrêmement radicaux, extrêmement combatifs, parce que la presse satirique est très politisée, et c'est comme la différence entre Charlie Hebdo aujourd'hui et Le Monde ou L'Opinion, et ces journaux quotidiens qui s'adressent à plus d'1 million de personnes à la fin du 19e siècle. Il y a un certain nombre de quotidiens comme ça, Le Matin, Le Journal. Évidemment, on ne dessine pas la même chose. Évidemment, ceux qui possèdent le journal n'ont pas les mêmes objectifs. Et donc, on n'a pas le même type de dessin. Mais en tout cas, les dessinateurs proposent plusieurs dessins déjà. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un article sur le dessinateur Pépin. Et lui, après 30 ans de travail dans la presse satirique, il n'a plus de journal, il s'est fâché avec son journal parisien. Donc il dessine pour un journal de Rouen. Et il envoie toutes les semaines 3 descriptions, donc textuelles, 3 croquis qui vont avec, et il n'arrête pas de dire au chef du journal, enfin au propriétaire du journal, mais si vous avez des idées pour que ce soit plus satirique, plus drôle, si vous voulez changer les légendes, allez-y, si vous voulez me faire des propositions d'idées, allez-y, une espèce de déférence. Voilà, tu disais, l'idéal c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Alors là, malgré les 30 ans de dessin de presse, et Pépin c'est une pointure, le dessinateur dont je parle, eh ben, il y a cette soumission à la ligne éditoriale et au directeur du journal là et Pépin lui dit bon, je vous propose pas ce sujet parce que je sais que vous l'auriez pas passé. Donc c'est une manière évidemment de suggérer qu'on pourrait peut-être le faire, mais qu'il y a cette épée de Damoclès en permanence. Et il cite parfois des dessins de confrères en disant mais regardez, dans tel quotidien, il y a tel dessin qui est passé, qui était un peu radical, donc nous, on pourrait peut-être faire de même. Voilà. Mais évidemment, le directeur du journal, lui, il voit ses lecteurs, il voit ses abonnés, et lui, il a une autre logique que celle du dessinateur de presse qui a une opinion, en fait. Alors... Je peux juste ajouter Vas-y. C'est un truc fondamental que parfois les gens ne comprennent pas bien. Quand on dessine pour un titre, c'est-à-dire qu'on a accepté. Alors, on n'a pas forcément des kilos de propositions d'autres journaux, mais oui. à partir du moment où on dessine pour un titre de presse, on a accepté de dessiner pour ce titre. Donc ça veut dire qu'on n'est pas trop mal à l'aise avec la ligne éditoriale. Oui. Quand même. Si on est vraiment aux antipodes de la ligne, on ne va pas travailler pour un titre comme ça, c'est pas possible. Il faut qu'on puisse s'en accommoder. On n'est pas toujours d'accord. Je ne suis pas toujours d'accord à ce qu'il y a dans l'opinion, mais on peut s'en accommoder. Et surtout, ça correspond à un lectorat. Oui. Mais ça devient un peu flou aujourd'hui parce que comme les dessins sont très vite mis sur les réseaux sociaux, en ligne, etc., on se dit le dessinateur, il devrait faire attention, n'importe qui. Non, moi, on ne dessine pas pour le monde entier, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ça n'est pas possible. Donc on dessine pour un lectorat spécifique. Et donc on s'adapte. Des propositions, je vous parlais tout à l'heure de l'opinion et Franc-Tireur, je parlais de mon cas à moi, je sais que Franc-Tireur, je peux aller plus loin dans le côté agressif, un peu méchant du dessin. Oui. Donc je vais faire des propositions dans ce sens-là. Oui. Les gens qui dessinent pour Le Canard, ils savent très bien que ce n'est pas la même chose que pour Charlie Hebdo. Il y a des choses que Le Canard enchaîné ne prendra pas, que Charlie prendrait peut-être, que Le Canard enchaîné ne prendra pas. Donc on s'adapte à la ligne du titre pour lequel on travaille. Derrière ça, il y a un peu tout le drame des caricatures de Mahomet. Je parle de drame avec ce qui est arrivé à la rédaction de Charlie, mais ça, on va l'évoquer plus tard, c'est-à-dire le passage de la publication dans les feuilles du journal au réseau social où tout à coup, la résonance n'est pas la même. Mais
Vas-y, Ouais, Guillaume. justement, ces images-là, l'image précédente, si vous pouvez la montrer, on voit bien, il y a un petit texte à côté, donc c'est le graffiti, l'image 001, non, c'est précédente, précédente. Ça, c'est la suivante. Voilà, celle-là. On voit bien que des gens qui sont visés par ces caricatures réagissent déjà et ne sont pas obligatoirement très heureux de ces images. Donc il y a une circulation. L'image a vocation de toute façon à circuler. Évidemment, elle est prévue pour un journal, a priori. Oui. Mais là, à l'époque, c'était pour les partisans. Il n'y a pas que des partisans dans la rue. Donc il peut y avoir un choc. Vous pouvez passer deux images. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, voilà la suivante, voilà. On a aussi une foi dans le fait que ces caricatures, elles ont un impact. Peut-être que tu auras des commentaires à faire, Cac, sur le rôle et le poids le pouvoir du dessin de presse. En tout cas, les gens qui utilisent les images satiriques depuis très longtemps pensent qu'elles vont permettre de transformer le monde quelque part. Mais il y a des gens qui contestent ça et qui trouvent que c'est contre-productif. Et là, par exemple, chez les réformés, il y a Luther qui, lui, pense que c'est très important de publier ces images, et les copains de Luther qui disent non, mais ça va trop loin, ça nous dessert. Et ce manuscrit qui s'appelle Abbildung des Papsttum, qui est paru en 1545, en France, on n'en trouve pas d'exemplaires originaux. Pourquoi ? Parce que non seulement les catholiques qui étaient les cibles les ont détruites, mais les protestants aussi les ont détruites tellement ils trouvaient honteux ce genre de caricature qui était finalement trop injurieuse et trop insupportable. Donc on atteint là la ligne rouge, la limite de la caricature. Qu'est-ce qui est enviable ? Qu'est-ce qui est supportable ou pas ? Et cette question, en fait, de la circulation, du choc culturel et aussi des limites, elle se pose depuis les origines. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que depuis 2015, il y a une question qui, en fait, est très surprenante. Si on ne connaît pas ce qui s'est passé en 2015, oui. On pose souvent aux dessinateurs de presse, dès qu'on dit, mais dans un dîner, pas forcément aux journalistes, d'ailleurs, on est dans un dîner, machin, dessinateur de presse, et tu dessines le prophète ? Ah ouais. C'est un peu surprenant. Pourquoi aller sur ce sujet tout de suite ? Alors on sait pourquoi, c'est à cause du monde dramatique. Tout ça, enfin nous c'est pas un sujet le matin on se lève, mais en même temps on se lève, on pense pas à ça forcément le matin tout de suite. Tiens, aujourd'hui je vais dessiner des musulmans. Bien sûr. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui. C'est l'actualité qui dicte notre inspiration. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à l'origine même du dessin de presse, dès les tout premiers que vous êtes en train de regarder, il y a déjà la religion. Mais pourquoi ? Parce que c'est le pouvoir à l'époque. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors ça dépend des pays, je parle pour la France. Il y a des pays où c'est encore beaucoup le pouvoir, la religion. Mais en France, on ne peut pas dire que la religion soit au pouvoir. Et pourtant, ça reste un instrument de pouvoir. Ça reste une manière de, quand c'est mal pratiqué, de contrôler des esprits. Et donc évidemment, c'est une des cibles favorites historiques des dessinateurs de presse, bien sûr. Historique, il a dit. Ça veut dire qu'il y a aussi, en termes de pouvoir, l'État, le roi, les bourgeois. Je pense que tu as peut-être d'autres exemples à nous montrer de cibles de la caricature. Oui, mais alors vous avez vu, je suis là un peu pour prendre le contre-pied. En fait, je trouve intéressant qu'on prenne l'image qui a servi pour illustrer l'affiche de cet événement. Et donc, historiquement, on a à l'esprit qu'on attaque surtout justement les institutions, les puissances, et on pense à Daumier, par exemple. Daumier, il est ultra valorisé, évidemment, dans l'histoire du dessin de presse en France. C'est le petit dessinateur qui s'affronte au roi Louis-Philippe, et il va en prison quand même 2 fois, entre 1830 et 1835. Est-ce que Daumier, c'est clair pour tout le monde ou pas ? Oui ? Bon. Parfait. Vas-y. Donc un dessinateur avec évidemment un journal, enfin il n'est pas tout seul, mais en tout cas ce courant-là, il s'affronte au pouvoir et très vite le pouvoir, malgré ce qu'on peut lire, en fait, il a annoncé qu'il y aurait liberté. En 1830, il y a une charte, voilà, liberté pour la presse, mais très vite saisie, procès et donc emprisonnement. Sauf que 1848, donc on est quelques années après, 1830-1848. Il y a la seconde révolution républicaine en France. Et là, Daumier, finalement, qui est au pouvoir ? Ses amis, les amis républicains. Il dessine quoi à ce moment-là ? Daumier, il dessine contre les femmes féministes.
et qui revendiquent le droit au divorce, le droit de vote, etc. Et il les charge comme il chargeait avant le roi. Il attaque aussi les socialistes utopiques. L'époque, c'est l'extrême gauche de l'époque, on va dire, qui réclamait des droits pour les travailleurs et les classes populaires qui vivaient dans des conditions terribles. Vous savez qu'au mois de juin, il y a à peu près 10 000 ouvriers chômeurs à Paris qui sont tués, réprimés par l'armée, la police, pour s'être révoltés. Pas un dessin sur le sujet de la part de Daumier. Donc on voit bien que la question de la position finalement, on parle de paroles situées en sociologie, le dessinateur, il peut avoir une position d'être du côté du pouvoir ou des pouvoirs, comme du côté des opprimés. Finalement, moi, ce que je voulais questionner, là, c'est la question des représentations. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé de définition de qu'est-ce que c'est la liberté d'expression. On se réjouit du fait que les gens en France sont pour la liberté d'expression. Je m'en réjouis aussi. C'est pas parce que j'ai été un peu taquin que je préférais que les gens disent qu'ils sont contre la liberté d'expression. Mais c'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'expression de qui? Là, on a la liberté d'expression de Crawl. Mais Crawl, qu'est-ce qu'il convoque comme finalement stéréotype pour que son dessin soit compréhensible? Désolé, j'adore Crawl, je discutais avec lui, il n'y a pas de problème. Mais là, il convoque des stéréotypes qui sont de dignes dessins de l'époque coloniale, quand même. Comment je représente une personne noire? Eh bien, je fais des grosses lèvres à la Tintin, alors que Tintin, on le dénonce pour ça, Tintin au Congo, et finalement, ce dessin-là pourrait très bien être considéré comme raciste. Bon, comment je représente une femme? Même une dessinatrice comme Camille Besse, elle a ce problème-là, elle se pose la question, comment je représente une femme? Est-ce que je ne vais pas outrer cette représentation, sexualiser le corps des femmes? Bon, elle est féministe, elle fait très attention à ça. Comment je représente, si j'aborde le sujet de l'homosexualité, de l'homoparentalité? Je veux représenter deux gays. Qu'est-ce que je fais? Je vais en efféminer un. Donc on est de nouveau dans le stéréotype. Et est-ce que ces stéréotypes n'entretiennent pas justement les oppressions qu'un certain nombre de gens aujourd'hui dénoncent, avec raison? Je pense que personne ne défend le racisme ici. C'est compliqué. Et moi, je pense que le dessin de presse aujourd'hui est devenu un peu antinomique à cause de son langage de base, pas à cause des intentions des personnes qui dessinent, mais à cause de sa nature même qui nécessite l'exagération, la simplification, le stéréotype. Sinon, le dessin, il ne va pas être compréhensible en une fraction de seconde. Mais on a quand même cette problématique. Et les cibles visées, c'est facile de dire que les cibles, c'était les puissants. Mais en fait, historiquement, les cibles, c'est souvent des gens qui ne sont pas les puissants. Oui, il y a aussi ça, parce que par ailleurs, le dessinateur de presse, ou le dessinateur d'humour, donc la différence, quand je dis dessinateur de presse, souvent je pense au dessinateur éditorialiste, c'est-à-dire celui qui commente l'actualité, donc souvent dont les dessins sont très éphémères d'ailleurs, qui périment assez vite. Les dessinateurs d'humour, c'est plus Sampé, des gens qui feront des dessins qui vont rester vrais pendant des années, qui sont sur la société. Les deux ont aussi une autre fonction, c'est que c'est des observateurs de la société. Oui. Et donc, quand je dis les puissants, pour moi, je dirais que c'est la mission centrale de départ du dessinateur de presse. Pour moi, c'est d'abord ça, c'est de rire et de critiquer le puissant. Et je voulais faire un commentaire sur ce que tu disais quand tes amis deviennent les puissants. Mais c'est aussi de regarder la société dans laquelle on vit, de l'interroger, de la questionner. Et donc, du coup, c'est pas toujours des gens puissants au sens ils sont au pouvoir ou qui sont très riches. Ça peut être son voisin, parce que son voisin promène son chien et le chien chie partout et on a envie de rigoler de ça. Et donc, effectivement, parfois, il y a aussi des chroniques de la société. Il y a deux choses que je voudrais commenter là-dessus, parce que je trouve ça très intéressant, et presque des vraies questions que se pose un dessinateur de presse. D'abord, mes amis, alors c'est pas forcément mes amis, mais les gens pour qui j'ai voté sont au pouvoir. Ça arrive, en tant que dessinateur de presse, ça arrive. Tu parles de l'absolu. Est-ce que du coup, je vais me contenter de taper sur l'opposition et jamais sur le pouvoir? Alors, il me semble, moi, mais c'est pas la pratique de tout le monde. Moi, je suis pas un militant politique. Mais il me semble, moi, que non, à partir du moment où les gens pour qui j'ai voté sont au pouvoir, c'est sur eux que je vais continuer à me foutre de leur gueule. Et d'ailleurs, c'est pas du tout antinomique. Généralement, je trouve, les blagues les plus drôles, les plus fines qu'on fait, c'est sur les gens qu'on connaît le mieux, donc c'est souvent sur nos proches. L'humour n'est pas antinomique avec le respect. C'est sans doute les vannes les plus, je dirais, hard que j'ai faites, c'était à mes propres amis, qui me l'ont bien renvoyé, et on a tous ri ensemble. Alors il faut un peu d'autodérision, et surtout être sûr
de l'intention de la personne, parce que ça compte beaucoup en matière d'humour. Si vous avez l'impression que la personne cherche à vous faire du mal, vous allez rarement prendre la blague bien. Si vous savez que la personne qui vous fait la blague vous aime, il y a une chance que vous la preniez bien. Pas toujours, des fois on est quand même susceptible, mais il y a des chances qu'on la prenne bien. Donc il me semble, moi, que la bonne place, c'est d'arroser à 360, et pas juste d'arroser les gens qu'on n'aime pas, et ceux qu'on aime bien, de se dire, ceux-là, ils sont à l'abri de mon humour, il me semble. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et après, sur l'autre sujet, la représentation. Ça, c'est une vraie grosse question. Parce qu'effectivement, je disais, on utilise des symboles. Et comment on fait pour caractériser... En dessin de presse, on a vraiment besoin que vous compreniez le dessin en 3 secondes. Quand vous le regardez, pam, vous avez compris. Comment je fais un homosexuel dans un dessin? Bonjour. Alors, je peux m'en sortir avec un titre. Débat au sein de la communauté. Et là, a priori, je n'ai pas besoin de caractériser. Mais si je dois caractériser, très compliqué. Parce que là, je risque de tomber, ce que tu dis, dans une espèce de cliché. Il est homo, donc il est efféminé. Pourquoi? Ou alors, forcément, il a une casquette en cuir et un gros piercing. Pourquoi? Et là, j'ai pris cet exemple, j'aurais pu prendre 1000 exemples. Oui. Et ça, c'est une vraie question. C'est un vrai problème technique à résoudre qui demande de vraiment, ce que fait Camille Besse, j'en doute pas, mais de réfléchir. Pareil, dans les personnages qu'on représente, j'ai deux Français qui discutent dans la rue. Pendant très très longtemps, le réflexe, on faisait 2 mecs. Blancs, de surcroît. Donc moi, à chaque fois que je fais un dessin, il arrive régulièrement que j'ai des anonymes dans mes dessins, soit qui s'adressent à un homme politique, soit d'ailleurs c'est des anonymes qui discutent entre eux. Et ben à chaque fois, je me dis... Alors, dans ce dessin, j'ai que 2 personnages. Donc, à chaque fois que je me dis, il faut à la fois qu'on comprenne que c'est une scène classique qu'on aurait pu observer dans la rue en France. Mon dessin se passe en France, prenons cet exemple. En même temps, est-ce que c'est forcément de blanc? Est-ce que c'est forcément... Mais en même temps, si je fais 2 personnes racisées, comme on dit, est-ce que du coup, les gens vont pas avoir l'impression qu'il y a un autre message dans mon dessin? Oui. Donc du coup, est-ce que je fais un homme, une femme? Est-ce que je fais 2 femmes? Et en fait, oui, ces questions-là. Et donc, à chaque fois, j'essaie de la résoudre en me disant... d'essayer de faire quelque chose qui est le plus naturel possible, mais en tenant compte de la diversité de la société française. Question récente quand même, hein. Parce qu'il y a 10 ans, voilà, on ne se posait pas ces questions. Ouais. Est-ce qu'on ne tient pas là une application de ce qu'on pourrait appeler le code en place sur le dessin d'humour, c'est-à-dire on le possède ou on ne le possède pas? Par exemple, là, pourrait penser qu'au second degré, le noir est représenté comme il l'est, mais comme une caricature de la caricature, si j'ose dire, puisqu'il s'agit de ne plus rien faire, de ne plus rien dire, et donc de montrer, quelque part, je me fais le défenseur du diable, si tant est qu'il y ait un diable, l'interlocuteur ou l'homme que je représente de la manière dont je le représente. Cette histoire de code, quand même, de culture du dessin satirique, c'est une histoire considérable parce que c'est ce qui fait que tout de suite je vais comprendre ou pas le dessin, l'interpréter de manière en souriant ou en étant en colère. S'interroger sur le code, c'est le propre du dessinateur de presse, c'est évoluer dans le code qui est celui du journal pour lequel tu travailles. Mais quand il part sur les réseaux sociaux, ça devient une toute autre affaire, non ? La circulation, de toute façon, elle existe depuis très longtemps. C'est vrai qu'on a beaucoup insisté en 2005 en disant, finalement, c'est les réseaux sociaux qui ont produit la crise des caricatures de Mahomet. Donc 2005-2006, le journal danois Jyllands-Posten publie 12 visages de Mahomet. Hein. Le titre de la page, c'est Visage de Mahomet, c'est pas caricature. Et sur l'ensemble, il y a certaines qui représentent formellement Mahomet, d'autres qui disent que le journal est raciste. Hein. Il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a une diversité de réponses à la question qui était posée. Et donc là, on dit la circulation internationale a fait le choc. Bon, moi, je ne suis pas convaincu. Avant l'affaire Salman Rushdie, par exemple, on est dans les années 1990, il n'y a pas d'Internet, et pourtant, il y a une tension internationale autour des versets sataniques et un appel de l'Iran à tuer Salman Rushdie. Et là, le médium, c'est la télé satellitaire. Il n'y aurait pas eu la télé satellitaire, évidemment, il n'y aurait pas eu cette possibilité de faire une campagne internationale. Donc, il faut évidemment, pour qu'il y ait crise internationale, qu'il y ait des médias internationaux et une hyperconnexion. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que les dessins, ils circulent très peu. Ils circulent
à partir du moment où des gens très intentionnés et mal intentionnés vont mettre sous le nez d'un certain nombre de personnes qui n'auraient jamais vu le dessin parce que ça n'est pas leur aire linguistique, ils vont leur mettre sous le nez en leur disant là c'est très mal. Mais sinon, les dessins en question n'auraient jamais circulé. Et par exemple, Kabu a été confronté à une bronca au Japon parce que des journaux japonais ont décrit certains de ces dessins parus au Canard enchaîné qui représentaient après Fukushima des Japonais avec des bras qui leur poussaient dans le dos, 3 yeux, etc. Donc voilà les conséquences des radiations. Et c'est les descriptions textuelles dans la presse quotidienne qui ont entraîné un intérêt pour ces dessins. Donc les gens sont allés voir les dessins sur Internet, mais ils ne seraient jamais allés les voir sinon, parce que c'est pas l'air linguistique, c'est pas voilà. Allez donc chercher parmi le milliard d'images qui est publié chaque jour le dessin de CAC qui égratignerait les Japonais. Enfin bon, c'est quand même très compliqué. Donc il y a vraiment une intention, une instrumentalisation du discours sur le dessin de presse. Il y a toujours eu ça, mais évidemment, depuis 2005 et a fortiori 2015, il y a cette instrumentalisation à haute dose, une hyper-focalisation, c'est paradoxal, une baisse d'intérêt sociétal pour le dessin de presse, mais cette hyper-focalisation parce qu'il y a eu crise internationale, parce qu'il y a eu attentat, et donc vous êtes vous-même en mal de notoriété, vous pouvez très bien prendre un dessin qui est paru dans Charlie Hebdo, le dénoncer en disant « Regardez, il attaque notre peuple », donc les Italiens, suite à un tremblement de terre, des dessins d'humour comme fait Charlie, assez gras, on va dire, et alors que les gens sont morts, regardez ce que fait Charlie Hebdo, c'est un scandale, etc. Et là, on a le buzz qui s'installe. Donc, bon, on est dans une situation comme ça qui est très étonnante. Maintenant, des tensions autour de la caricature, comme je le disais, il y en a depuis très longtemps. Donc, il ne faut pas penser que c'est juste Internet. Et avant, dans les années 90, vous avez par exemple un sketch, et je m'arrête là, de Team Seat. Oui, sur les handicapés. Alors, ce n'est pas un sketch sur le handicap, c'est un sketch sur un dentiste véreux horrible qui a une phrase, à un moment donné, il dit dans les trisomiques, tout est bon, c'est comme les crevettes, tout est bon, sauf la tête, quelque chose comme ça. Et vous avez des réactions d'associations qui prennent en charge les personnes trisomiques ou les familles dans lesquelles il y a des enfants trisomiques et qui disent « mais c'est pas possible, vous vous rendez compte de ce qu'on vit ?» Et donc là, on a le début en fait de la phase dans laquelle on est, d'une espèce de fossé entre le dessinateur de presse qui, lui, a envie de dire ce qu'il veut, de rire de tout, on va dire, entre guillemets, dans les limites de la loi, et puis tout un tas de gens qui peuvent se sentir vraiment profondément touchés par ces dessins parce que ça renvoie à des souffrances. Le dessin de presse utilise des métaphores. Métaphores, par exemple, de la prostitution pour dénoncer les grandes entreprises qui font des milliards sur le pétrole. Un dessinateur américain, Kaggle, lui, a représenté 2 prostituées et sur leur sac, il y avait marqué Total et Exxon. Eh bien, des associations de personnes défendant les travailleuses du sexe ont écrit à Kaggle en lui disant « Mais tu te rends pas compte de ce que tu nous fais mal ? Les travailleuses du sexe sont des victimes de violences, victimes de crimes, de viols et de crimes régulièrement. Et toi, tu rigoles avec ça ? Eh bien, pour nous, c'est insensé. On aimerait que tu arrêtes. » Bon, c'est pas pour ça qu'il arrête, mais c'est des vrais problèmes, tout ça. Alors, ça nous conduit directement à un mot que CAC a prononcé, qui est le mot « respect ». Grand mot, qui est comme une sorte de balise complexe, où chacun a un peu sa définition. Et donc, allons vers Cartooning for Peace. Et quand je vois quelles sont nos valeurs, je lis précisément ceci: convaincu que le dessinateur exprime avant tout le monde et avec acuité les frémissements de la société qui feront de l'actualité de demain, Cartooning for Peace s'efforce de faire émerger des débats dans nos sociétés, dont nos sociétés n'ont pas forcément conscience. Cartooning for Peace est respectueux dans l'irrespect. Nous ne cherchons pas à humilier les croyances et les opinions, nous contournons avec humour les interdits. Donc, effectivement, le respect est, pour toi, pour vous, une notion cruciale de
dans le champ de la liberté d'expression par le dessin? Oui, enfin, c'est un mot à géométrie variable. En plus, sommes là, c'est bien le respect d'accord. dans l'irrespect. Donc, là. Il y a tout ce qu'il faut. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Certes. La pratique de ce qu'on essaye de faire, donc l'association Cartooning for Peace, on fait 3 choses. Je vais être synthétique. Hein. Donc, elle a été créée en 2006 par Plantu, effectivement, à la suite de l'émoi international qu'a provoqué la publication des caricatures du prophète, de l'islam, pour faire 3 choses que l'association fait toujours. Donc, une chose qui est promouvoir, montrer, expliquer, décrypter le dessin de presse, le mettre en avant. Donc, l'association regroupe 377, je crois, dessinatrices et dessinateurs de 74 pays, quelque chose comme ça. Donc, c'est un réseau international. Ouais. Qui fait donc promotion, explication, montrer. Donc, par exemple, en termes de promotion, on fait notamment des éditions avec Gallimard. On vient de publier un tract, si tu veux mettre le visuel, Gabriel, dans la série des tracts Gallimard, c'est pour ça que ça s'appelle un tract. Ouais. On a fait le premier tract entièrement illustré, donc ça s'appelle Tenir la ligne, 40 dessins pour Charlie. Je vous mets ça comme exemple. Donc l'idée, c'est par des publications, ça n'est pas qu'en France, hein, ça peut être aussi des expositions internationales, tout ce que je dis est valable dans le monde entier. On fait ce travail de promotion. Un deuxième travail qu'on fait, je vais répondre hein, sur le respect, un deuxième travail qu'on fait, c'est d'aller dans les lieux d'enseignement, école, collège, lycée, et aussi parfois dans les lieux de détention, alors c'est rigolo, j'ai aussi choisi un dessin de Kroll pour illustrer ça, pour parler avec les jeunes publics de dessins de presse, droits de l'homme. On va dire que le socle commun des membres de Cartooning for Peace, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc on fait des ateliers avec eux. Alors pourquoi j'ai choisi ce dessin? Il y en peut y en avoir 8000 dessins, parce que dans les ateliers, on parle évidemment pas forcément de la religion, on parle du sujet en rapport avec le programme de l'enseignant, d'une exposition souvent que les élèves ont vue. Alors d'ailleurs, je cite qu'il y a plein de représentants de l'équipe de cartooning qui sont là. Hein. Vous avez le délégué général, Anne qui s'occupe du pédagogue. Ce que je dis, c'est en fait, c'est Anne qui fait tout ça. D'accord. Ils sont plusieurs. Oui, vous êtes cernés. Il y a même des dessinateurs de presse dans la salle. Il y a Truand qui est là, il y a NC qui est là-bas. Oui, oui. On est venu. Il y a Vimard. Ah ben en plus, on va parler de ça, on va parler des exilés tout à l'heure. Nous avons 2 journalistes dessinateurs de presse cubains qui sont parmi nous. Waouh, super. Ouais, actuellement exilés. Ouais, super. Salut. On est content de les voir en tout cas. Et donc on fait ce travail, et je garde pour après la partie soutenir les dessinateurs menacés, dont on parlera aussi. Ce qu'on essaye de faire nous quand on va... Le respect pour moi c'est le dialogue. Le respect ça ne veut pas dire je ne vais pas rire de quelque chose qui te fait du mal. Donc, sinon, honnêtement, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. 8 milliards d'habitants, bientôt 8 milliards d'habitants. 8 milliards de respect. 8 milliards de respect. Donc ça ne peut pas fonctionner. En plus, si on réclame que quelqu'un ne rit pas de quelque chose qui nous fait mal, il faut accepter que cette personne, à l'inverse, vous demande de ne pas rire de quelque chose qui lui fait mal. Certes. Donc vous allez tomber sur quelqu'un qui vous dit ben moi, l'appel à la prière, ça m'offense. Enfin, je trouve ça, ou les cloches de l'église, hein, je m'en fous de la religion, c'est pas la question. Moi, je trouve ça offensant, sincèrement, dans ce que j'ai vécu dans mon parcours. La religion, ça a massacré ma famille, ça les a exterminés. Pour moi, la religion, c'est une offense. Donc, vous allez m'arrêter ces cloches immédiatement. Et ainsi de suite. Donc, c'est évidemment pas possible de partir du principe qu'on va arrêter de rire. Après, il y a une loi. Ah, alors parlons de ce cadre. Il y a une loi qui est très claire. Évidemment, après, le juge peut l'interpréter quand on est à la lisière. Il y a une loi qui est très claire, qui n'est pas d'incitation à la haine, pas d'incitation à la violence, c'est même beaucoup plus loin, pas de promotion des stupéfiants, pas de dévoiler la vie privée. En France, la liberté d'expression est relativement encadrée en réalité. Oui. Donc si, typiquement, reprenons l'exemple du dessin de Kroll de tout à l'heure, si on se dit, tiens, Kroll, il dessinerait pas les Noirs de manière un peu... je vois ce que tu veux dire hein, sur ce dessin, on retrouve un vieux cliché, c'est Tintin au Congo, quoi. On se dit... si on se dit, est-ce que par hasard le type serait pas un peu raciste sur les bords, il faut regarder l'ensemble de sa production. Enfin l'ensemble, il faut regarder la plus large de sa production. Et si on se rend compte que systématiquement, très régulièrement, il tape sur la même communauté de façon régulière et que c'est un peu un thème récurrent dans son travail, là on a une espèce de fil, on peut se dire, problème. Voilà. Si au milieu de sa production tout d'un coup il y a un dessin où on dit là par rapport n'importe quelle communauté, hein, c'est un peu limite, mais qu'après on ne retrouve pas d'autres, non, ça me paraît pas vraiment franchir en dehors du cadre de la loi. D'accord. Il me semble. Mais ça va être difficile à attaquer de toute façon. Mais donc, Kroll, quand même, juste, est régulièrement accusé d'antisémitisme. Moi, je ne crois pas du tout qu'il soit antisémite, mais
en Belgique, même des spécialistes de l'antisémitisme disent que Kroll est antisémite par ses dessins, juste parce qu'il représente régulièrement, puisque l'actualité nous amène en Israël régulièrement, comment il représente avec des personnages à papillotes, chapeau noir, et ça suffit pour des personnes chatouilleuses, entre guillemets, pour caractériser ses dessins comme antisémites. Et il est confronté à ce problème, il en parle souvent. Alors en plus, le dessin pour lequel il a été un peu chahuté là-dessus, il n'y a pas eu de procès. On ne parle pas d'attaque de la justice. Il a été un peu chahuté sur le dessin. Il se trouve qu'il avait fait un dessin qui se situait dans le quartier juif à côté duquel il habite, et où il se trouve que la communauté juive de ce quartier est effectivement habillée comme ça. Ils sortent avec les chapeaux, voilà, orthodoxe. Donc lui, il a dit j'illustre mon quartier, machin, je les dessine comme je les vois. Voilà. Après, c'est vrai que si on se dit dans un dessin, on veut symboliser, on est sur les juifs, parlons d'un juif, mais c'est pareil pour un catholique, on veut symboliser, le plus simple, c'est de mettre une petite croix ou une petite étoile de David. Ça stigmatise pas, mais ça permet de comprendre tout de suite, sans écrire sur la personne, ça permet de faire comprendre tout de suite au lecteur dont on parle. Donc, les élèves, quand on est devant eux, pour moi, le respect, c'est le dialogue. Ce qu'on essaye de faire en vrai quand on fait les ateliers, c'est pas tellement, évidemment, on va donner des informations. Si le thème du jour, c'est l'égalité femmes-hommes ou le parcours des migrants, on va parler de ce sujet-là avec eux, on va montrer des dessins. Mais notre vrai but à nous, c'est de créer les conditions d'un débat entre les élèves. En fait, c'est de la pédagogie sur le débat. D'accord. C'est-à-dire de faire en sorte de libérer la parole, oui, y compris en général de ceux qui lèvent jamais la main, d'aller les chercher, les faire parler, et de les faire s'écouter. Parce qu'en fait, si on veut créer les conditions d'un débat, c'est juste que chacun, c'est déjà pas mal, que chacun soit capable de dire ce qu'il a à dire, prenne la parole, mais c'est aussi que les autres écoutent cette parole, y compris, parce que c'est là que ça devient difficile, quand c'est l'exact contraire de ce qu'on pense. De manière à faire venir les opinions contraires, les faire se rencontrer, et travailler sur ce qui me semble être le sédiment de toute société humaine qui essaye de fonctionner, c'est comment faire des choses ensemble alors qu'on n'est pas d'accord. On ne sera jamais d'accord. Et heureusement, ce serait hyper chiant si on était d'accord. Tout le temps, tous. Ce qui fait qu'on grandit, qu'on progresse et qu'on avance, c'est justement qu'on n'est pas d'accord et que ça nous fait réfléchir et qu'on se dit « Ah ouais, tiens, en fait... » Et on avance comme ça. Il y a plus et moins. Donc, le respect, c'est ça. Le respect, pour moi, ce n'est pas, parce que, encore une fois, et je m'arrête là, c'est une utopie. Ça n'est pas de se dire « Je veux tenir compte de ce que j'imagine ». En plus, on ne peut qu'imaginer, on ne connaît pas tout le monde. Oui. De ce que j'imagine est offensant pour les autres et ne jamais le dessiner. Ça n'est pas possible. Peut-être un petit commentaire sur cette question des limites de la liberté d'expression, des limites données par la loi. Et après, on vous écoutera pour le coup. Ok. Aujourd'hui, il y a la diffamation aussi, et il y a aussi le racisme et le négationnisme. Et en fait, c'est un contexte très particulier parce que il y a un siècle, il n'y avait pas ces lois. Et il y avait toute une production de dessins d'extrême droite, extrêmement brillante, entre guillemets, du point de vue de la qualité du dessin, mais évidemment très abondante, plus antisémite que raciste. On dessinait très peu de dessins racistes à la fin du 19e siècle, sauf dans la presse satirique en Algérie, par exemple, qui était une colonie de peuplement. Donc on avait des journaux satiriques qui étaient dirigés, et là ça pose aussi la question, une fois de plus, de la liberté d'expression, par des Français de métropole, et évidemment les indigènes entre guillemets n'avaient aucune possibilité de dessiner, de produire des journaux, et là les dessins racistes étaient assez nombreux. En tout cas voilà, aujourd'hui la loi empêche qu'une partie des dessinateurs de presse, à droite et à l'extrême droite, produisent les dessins qu'ils souhaitent produire. Et ils sont en embuscade. Et je vous dis ça parce que les historiens en général s'intéressent qu'aux dessins de gauche. Évidemment, c'est un peu difficile d'écrire sur le dessin antisémite de la fin du 19e siècle. C'est pas très enthousiasmant. Mais aujourd'hui, il peut y avoir une bascule. C'est-à-dire que, imaginons, le RN arrive au pouvoir dans les années qui viennent. Et bien là, que va devenir la loi ? On peut se poser la question, mais aussi, que feront les juges ? C'est-à-dire que, alors qu'aujourd'hui, il y a tous ces dessinateurs et dessinatrices qui dessinent dans des endroits très marginaux, des journaux qui sont très peu vus et qui font très attention à ce qu'ils dessinent parce que le procès n'est pas loin et ils ont eu des procès, dans 5 ans, on aura peut-être une configuration du dessin de presse en France qui n'aura rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, à cause justement de ce rapport à la loi et aux limites qu'on peut donner à la liberté d'expression. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je voulais vous passer, à condition que vous me les rendiez, ces journaux, simplement histoire de dire que
19e siècle, début 20e, on est dans un moment où le dessin occupe la presse fortement. C'est beaucoup le fait divers, mais c'est aussi la guerre, c'est les puissants, les hommes d'État. Et ce sont des choses devant lesquelles nous sommes surpris parce que c'est vraiment un autre monde, mais c'est une sorte de représentation culturelle d'une époque de ce qu'on pouvait voir. Alors, je vais passer parmi vous, si vous voulez prendre quelques-uns de ces journaux. Tenez, madame, vous voulez passer. Voilà, vous verrez, c'est assez rigolo. Ça, c'est le dessin d'actualité. Ici, nous sommes dans le dessin satirique. Le dessin de presse, c'est une autre histoire. Mais c'est intéressant de voir que le dessin offre tout ce contexte. N'hésite pas. Il y a toujours eu plusieurs formes de... C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de dessin éditorial. En réalité, le dessin de presse, c'est un peu vague comme expression. Je veux dire, Snoopy, c'est du dessin de presse. C'est du dessin de presse, c'est du dessin qui paraît dans la presse. Donc en fait, c'est du dessin de presse. C'est pour ça que je préfère dire dessin éditorial, en réalité. Oui. C'est le dessin qui va commenter l'actualité du jour. Et quand bien même, à l'intérieur de ça, il y a parfois des dessins qui sont de pures illustrations. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va simplement chercher à illustrer la scène. Le dessinateur ne cherche pas à donner un avis, une opinion, à orienter, à décaler. Il va faire, donc c'est plutôt des illustrateurs dans ce cas-là. Tu veux dire que c'est... il y a une différence entre le dessin éditorial et l'éditorialiste du journal? Alors, on dit souvent que le dessinateur de presse est un éditorialiste, donc on pourrait dire que c'est un édito en dessin, je ne sais pas, la fonction que remplit un éditorial, ça va dépendre du dessin. Ouais. Parfois, le dessin, c'est juste un gag, c'est pas un édito. Oui. On a trouvé un bon gag à faire sur le truc, il n'y a pas de message particulier, mais ça fait rire. On fait le dessin. J'aime pas enfermer le dessin de presse dans une case. J'entends. De dire, souvent, par exemple, à Charlie, ils disent beaucoup, et je vois pourquoi, vu d'où il se place, un dessin de presse, c'est un coup de poing dans la gueule. Oui, ça peut. Je ne pense pas qu'un dessin de presse doit être un coup de poing dans la gueule. Ouais. Parfois, on a juste trouvé un petit gars qui est rigolo. Parfois, on rend hommage. De temps en temps, on fait des dessins positifs. On dit, bah là, chapeau. Et on rend hommage vraiment à une personne, pas toujours quand elle est morte. On rend hommage à une personne pour dire, là, honnêtement, et là, dans ce cas-là, c'est un dessin qui est conciliant, qui est bien... Et je pense qu'un dessin de presse, ça peut aussi être ça. Je ne crois pas qu'on devrait l'enfermer en disant, le dessin de presse, c'est forcément prendre une cible et lui mettre un bon coup. Ça peut aussi être ça. Mais il y a toutes ces formes. Et donc, je dis ça par rapport à ça. De temps en temps, il y a certains de mes confrères, c'est des illustrateurs. Ouais. Donc, ils ne cherchent pas à donner un point de vue, un angle. On leur dit, on va parler des manifestations du 11 janvier 2015. Ils vont dessiner une manif. Voilà. Avec des fumigènes. Ça va être... Alors, généralement, techniquement, graphiquement, c'est des gens qui sont très, très bons. Ouais. C'est du beau dessin. Mais c'est une illustration. Il n'y a pas de volonté d'aller passer un message, créer un décalage. C'est une des formes possibles de dessin. Il y a quand même un message. Toute image est intention. Oui, le fait que le journal ait choisi cette image pour illustrer cet article est déjà une démarche. Oui, bien sûr. Mais même le cadrage, etc. Mais on était censé vous écouter. Oui. Alors, sinon, on peut parler encore longtemps. Hein. Oui, c'est à redouter, ça. Moi, j'aurais bien donné la parole à nos amis dessinateurs. Par exemple, notre ami de Cuba, c'est ça? Tu viens de Cuba? Et donc, quand tu vois les dessins français, quel est le positionnement dans ton pays des dessins? Parce que ça ne doit pas être très évident de dessiner des dessins un peu critiques à Cuba. ¿Lo entiendes? Oui. ¿Sí? Un peu. Bon, c'est le dessin des princes, c'est un sujet un peu dangereux de faire, oui, de faire à Cuba, parce que ça dépend du positionnement, la position de quel dessinateur veut faire dessiner. Parce que, par exemple, il y a très bons dessinateurs de princes qui travaillent pour les médias officiels. Mais plusieurs fois, il veut dessiner les choses qui se passaient dans le monde entier. Moi, ces choses qui se passaient à Cuba. C'est un peu... c'est un engagement avec la situation de l'extérieur, pas de la situation qui s'est passée à l'intérieur du pays. Mais il y a des autres dessinateurs
comme moi qui préfèrent dessiner sur les situations très proches de notre pays. Et ça est devenu très dangereux de travailler dans la France indépendante là-bas. D'où le fait que tu es ici en France, c'est ça qui explique que tu es ici? Oui, exactement. C'est ça pourquoi je suis ici. Et grâce à les amis de Cartooning for Peace qui nous ont aidés à ma femme et moi pour sortir du pays dans ces moments très compliqués. Bienvenue. Il y a d'autres... Peut-être juste dire un mot sur on parlera peut-être d'autres pays, on va écouter les questions de la salle. Mais puisqu'on vient d'écouter Vima et Marie-Esther qui sont là, à Cuba, alors ça fait longtemps qu'à Cuba on ne peut pas directement critiquer le régime, c'est pas juste l'actuel président, c'est comme ça. Mais il y a quand même eu depuis 4-5 ans un nouveau durcissement là-dessus, avec un resserrement des médias indépendants. Et là, c'est des méthodes interrogatoires. Alors aussi, ce que les Américains appellent le name and shame, c'est-à-dire qu'on envoie une foule devant chez vous qui va hurler, qui va vous insulter, qui va taguer la maison. Vous humilier, vous pousser à partir. Et alors, en revanche, ça fait partie des pays où on ne vous retient pas. Parce que ce n'est pas le cas de tous les pays. Il y a des pays où on vous met en tôle, on veut vous garder. Cuba, ça fait partie des pays où on ne vous retient pas. Si à la limite les opposants pouvaient aller ailleurs, on contrôle un peu l'information à l'extérieur et puis on fout les opposants dehors. Donc il y a eu tout un départ de la rédaction de Exceldos El Toque pour laquelle il travaillait, dessinateurs, mais journalistes aussi, de la rédaction partis en France, en Espagne, ils ont dû s'éparpiller, ils ne peuvent plus travailler, c'est pas le seul pays, mais c'est un exemple récent. Oui. Pardon, vas-y. Petit commentaire aussi, donc dans tous les pays dictatoriaux ou autoritaires, il y a les dessinateurs qui travaillent pour la presse officielle, et puis il y a les autres. Mais il y a des dessinateurs très talentueux qui travaillent pour la presse officielle parce que l'État, les gouvernements, de toute façon, utilisent le dessin de presse. Peut-être qu'il y a un pays au monde où il n'y a pas de dessin de presse, on ne sait pas, c'est aidez-moi. L'Afghanistan ? Non. La Corée du Nord, voilà, on ne sait pas. Non, mais dans les pays musulmans dictatoriaux où il y a la charia, il peut y avoir du dessin de presse. En Iran, il y a un dessin de presse pro-gouvernemental extrêmement brillant. Évidemment, il y a aussi des dessinateurs ou des dessinatrices en exil. La parenthèse de la parenthèse, récemment aux États-Unis, Anne Telnaes, qui est une grande dessinatrice américaine, a démissionné du Washington Post pour un dessin qui visait Jeff Bezos. Et voilà, tu voulais sans doute en parler, mais en fait, des tensions autour du dessin de presse, voilà, là on parle de pays où on risque d'être en prison, on risque parfois sa vie. Raïma, en Amérique du Sud, elle est la cible de ce dont tu parlais, de Venezuela, mais via les réseaux sociaux, avec des attaques une très forte pression. Mais il y a aussi dans les pays occidentaux où la liberté d'expression existe, voilà, on peut à un moment donné, un dessinateur peut se sentir bridé et donc dénoncer une forme de censure dont il est l'objet. Mais on revient à la question de la ligne éditoriale et là, attaquer son patron, c'est compliqué. Dans une entreprise, on ne peut pas faire ça. Il y a le secret bancaire et commercial, il y a des règles et le dessinateur, à un moment donné, peut être vraiment à la ligne rouge et on considère en tout cas qu'il a franchi la ligne. Des questions ? Je ne peux pas croire à silence devant un sujet pareil. Ah. Alors, je crois qu'il faut que vous parliez dans le micro pour pouvoir être enregistré. Ça oui. Je vais essayer de parler dans le micro alors. Voilà. Moi j'avais une question assez simple. On a parlé du déclin un petit peu de la presse. On en a beaucoup parlé avec les 10 ans de Charlie. Et c'est une réalité effectivement. En fait, moi, ce que je me pose, c'est est-ce que vous voyez des choses positives dans la presse, dans le dessin de presse actuellement, des nouveaux journaux, des nouvelles manières de voir le dessin de presse, et est-ce que vous pouvez nous en parler ? Moi, j'ajouterais, est-ce que le numérique apporte une nouvelle dimension au dessin de presse ? Qui répond le premier? CAC? Bon,
T'as pas l'air décidé. Il réfléchit. A priori, l'Internet n'a pas permis au dessin de presse de se renouveler, de trouver un nouveau lectorat. Beaucoup y ont cru, des sites, des webzines ont été mis en place, mais finalement, ça a fait long feu. Le gratuit, ça fonctionne un peu. Ce qui n'est pas gratuit ne fonctionne pas du tout. Et puis même ce qui est gratuit, en fait, si votre production n'est pas adossée à un gros média qui attire beaucoup de circulation, votre dessin sera très peu vu. Éventuellement, s'il est très politique, il suscitera tout un flot de commentaires qui peuvent très vite devenir désagréables. Mais voilà, il n'y a pas eu de ce point de vue un renouvellement. Sur l'humour, par contre, oui, les mèmes. On peut dire que là, c'est une vraie invention et une espèce de réappropriation de l'image humoristique par le public et dans une version démocratisée. Parce que bon, le dessinateur de presse, c'est un spécialiste formé à l'école des beaux-arts parfois. Parfois non, hein, je crois que toi c'est ton cas, mais avec une certaine culture et de toute façon en étant dans un journal, on est dans une position très institutionnelle. Et là, Internet permettait justement une démocratisation déjà de la circulation de l'humour, on peut se réapproprier un dessin et puis le faire circuler, mais aussi de la fabrication de l'humour. Pour le dessin, ça n'a pas marché, mais pour les mèmes, il y a une grosse production de mèmes, alors surtout chez les jeunes. Les moins jeunes, ils savent en général pas ce que c'est qu'un mème. M-E, avec un petit accent qui n'est pas circonflexe, M-E. Ouais. En général, on reprend une image, une phrase qui a été prononcée, évidemment, qui a été très visible dans l'actualité ou par quelqu'un qui est très connu, et on va le détourner pour l'adapter à tout un tas de situations, et ça marche, ce détournement va susciter le rire, le sourire. Alors, l'extrême droite est très friande de cette production d'humour en France, et en produit beaucoup, hein, dans les réseaux d'extrême droite, ça marche beaucoup. À l'extrême gauche, beaucoup moins, ou à gauche, beaucoup moins. Mais en tout cas, et c'est pas que politisé, hein, mais il y a des sites spécialisés, entre guillemets, c'est pas des sites sur des réseaux sociaux, des pages ou des productions spécialisées où on produit du même, thématique, et donc là, il y a un vrai renouveau. Mais là, exit les dessinateurs de presse. Hein. Pour le coup, les dessinateurs de presse, ils sont hors jeu. Donc, du point de vue du dessin de presse, moi, je ne pense pas qu'il y ait eu un renouvellement ces dernières années ou décennies. Bien sûr, il y a de jeunes dessinatrices et dessinateurs, donc voilà, qui ont du talent, mais il n'y a pas de révolution du dessin de presse. Ce déclin, il pèse. Avant, un dessin de presse, il était publié dans un journal qui avait plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, Le Monde, on est en dessous de 100 000, peut-être entre 50 et 80 000. Même un dessin de Plantu, qui était le dessinateur national, même lui, le tirage était très faible. Et il y a un dessinateur qui est bien plus regardé que lui, qui s'appelle Chonu, qui paraît dans Ouest France, notamment, puis dans l'Union, tout un tas de réseaux. Voilà, il est moins valorisé parce qu'il n'est pas parisien, mais c'est lui qui est le plus vu. Mais tous les autres journaux sont quand même déclinants du point de vue des tirages, et évidemment, ça pèse sur la place du dessin dans la société. J'ai l'impression, mais tout ça n'est pas du tout scientifique, hein, parce qu'en plus, moi, ça fait que 10 ans que je fais ce métier, donc pas faire le malin, mais que, le déclin est lié à celui de la presse. Oui, on peut parler d'une évolution de la société. Chez certains publics, une moindre tolérance par une certaine forme d'humour, c'est vrai, la société évolue, elle grandit. Le dessin de presse évolue avec, hein, on en parlait tout à l'heure, les questions qu'on se pose. Mais je ne pense pas que ce soit ça le principal recul. Le principal recul, c'est celui de notre employeur. L'employeur, c'est la presse, écrite. Oui, écrite, qui est celle qui souffre le plus de l'évolution de la consommation d'informations. Non seulement parce que les médias souffrent, mais parce qu'en plus, la presse écrite, il faut lire. Et qu'il y a quand même une tendance globale de civilisation, c'est pas que français, où le temps de lecture par individu, année après année, baisse au profit d'autres types de consommation, vidéo, podcast, choses comme ça. Donc pour moi, il y a une énorme question qui se pose pour le dessin de presse, que je continue de penser que ce format ultra court, humoristique, de partage de choses que nous avons ensemble, qui est l'actualité, ce qui s'est passé dans notre pays. En plus, ça forme le dessin de presse, c'est vraiment, Guillaume l'a dit, il fonctionne vraiment par bassin culturel connexe. C'est-à-dire qu'un gag qu'on fait, c'est par rapport aux choses qu'on a vues ensemble, et c'est souvent l'actualité qu'on partage. C'est pas, même si on fait parfois des dessins sur l'actualité internationale. Donc je suis convaincu que ce format a encore du potentiel et peut encore plaire, et en plus c'est facile à partager, c'est une image, ça va très vite.
Je pense que notre problème, c'est, tant qu'on est lié exclusivement à la presse écrite, on va suivre le chemin de la presse écrite, me semble. Donc, est-ce qu'il y a, mais je n'ai pas la réponse, est-ce qu'il y a une manière de faire vivre le dessin de presse autrement, et pas uniquement gratuitement, puisque sinon... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit les tirages des journaux ou les tirages des livres de dessin de presse, c'est des petits volumes. Par exemple, dans l'autrement, est-ce que tu as déjà essayé l'IA pour tester si elle a de l'humour? Oui, ça avance. En réalité, pour faire une bonne réponse à cette question, il aurait fallu que je la teste ce mois-ci, parce que tous les 2 mois, l'IA fait des progrès invraisemblables. C'est vrai. Mon test remonte à plusieurs mois, mais j'avais testé effectivement d'abord de voir si l'IA pouvait être dessinateur de presse. Ouais. Donc je lui ai dit, j'ai un dessin à faire là-dessus, vas-y. Bon, il ne s'est rien passé. Hein. J'ai eu des bonhommes avec du texte qui était du bolo. Du bolo, c'est du texte... Vous savez, comme parfois on fait semblant d'imprimer une page, il y a un texte de remplissage. Yes. On a sorti un truc, c'est ni queue ni tête. Donc après, je lui ai donné mon idée. Je lui ai dit, bah, moi, je ferais une idée où il y aurait ça. Et j'ai dû faire plusieurs fois la requête pour finir par arriver au résultat que je voulais obtenir, pardon. Et encore, il fallait que je retouche un peu. Et en plus, c'était pas mon style graphique, parce que l'IA ne voyait pas du tout qui c'était CAC. Aucune idée. Petite blessure d'ego à ce moment-là. Et donc, je dirais que c'était pas au point. Là où clairement il y a des progrès incroyables, c'est sur les capacités graphiques. Là, si vous voulez un très beau dessin, à partir du moment où vous avez des consignes précises et vous êtes prêt à répéter la question plusieurs fois, en fait, il faut apprendre à leur parler. Alors maintenant, ChatGPT peut vous faire le prompt pour l'IA qui fait du dessin. On va sur ChatGPT, on lui dit je veux demander à une IA de me faire un dessin là-dessus. Qu'est-ce que tu lui demanderais? Donc ChatGPT vous écrit ce qu'il faut demander à l'IA, vous le prenez, vous le collez dans l'IA générative, qui peut être celle de ChatGPT ou pas, qui s'appelle DALL-E, je crois. Oui. Donc vous allez obtenir, vous pouvez vraiment, ce qui a un vrai problème pour les illustrateurs dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où un rédacteur en chef dirait moi je veux... j'ai un compte-rendu de la réunion qui s'est fait hier soir à la BPI. En plus, j'ai une photo de la salle, donc j'aimerais bien un très beau dessin, mais avec... Vous pouvez lui donner toutes les consignes, avec une ambiance tamisée, avec quelqu'un qui parle, qui est debout, l'autre qui est assis. Et fais-le-moi dans un style un peu à la David Hockney. Aucun problème. L'IA, elle va vous faire ça, et ce sera magnifique. Donc ça, oui. En revanche, de lui dire, par rapport à ce qui s'est passé ce matin dans le monde, essaye de me trouver une idée un peu rigolote qui va toucher mon public à moi. Mon public à moi. Et qui va illustrer ce qui s'est passé ce matin. Non, parce qu'il s'entend qu'elle a entre-temps... Aujourd'hui, ça ne marche pas. Et en plus, on vient de le dire, peut-être qu'une chose qui nous protège d'être remplacé par les IA, c'est comme notre marché est microscopique et qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner, je ne vois pas pourquoi les génies de la Silicon Valley s'emmerderaient à entraîner les IA pendant des heures à faire du dessin de presse pour gagner 3 copecs. J'entends. Oui, c'est vraiment une question d'entraînement, parce que il serait tout à fait capable. Moi, l'historien, j'ai testé aussi ChatGPT à sa sortie. C'était horrible ce que ChatGPT me racontait. Alors déjà sur moi-même, j'ai inventé un tas de livres. Moi, au contraire, tu vois, Lego, non, c'était n'importe quoi. Alors ça a quand même beaucoup évolué. Et ChatGPT est très fort pour faire des généralités, très fort pour faire des synthèses, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup de redites. ChatGPT n'est pas précis, ou c'est sur des champs qui vont être très ponctuels, où là on va avoir une certaine efficacité, mais sur le dessin c'est pas encore... Et ChatGPT fait des fautes dans les images qu'on lui demande de produire. Alors ça c'est très étonnant, parce qu'on lui demande d'intégrer un texte et le texte va être fautif. J'ai constaté ça encore il y a quelques jours. Mais voilà. Bientôt, après, sur la question de l'humour, j'ai déjà entendu 1 ou 2 fois un sketch fait par une intelligence artificielle. C'est pas le plus drôle que j'ai entendu dans l'année, mais c'était un sketch d'humour que j'aurais pu entendre dans une petite soirée de stand-up où des débutants s'essayent à l'humour, quoi. Alors pour boucler avec Albert Londres, d'abord juste vous dire que puisqu'on est dans le cadre des rencontres d'Albert Londres, profession reporter, et ça sera peut-être le mot de la fin si ça vous va, mais on est toujours preneur de questions, n'hésitez pas. Mais moi j'aurais juste un truc à dire après sur l'international. Ça marche. Ça sera 2 minutes. Il y a 10 jours, un journaliste du Parisien, qui est le chef de la technologie numérique au Parisien, a mis sur YouTube une vidéo tout à fait incroyable qui est l'illustration d'un reportage fait par un journaliste qui a maintenant 84 ans, qui s'appelle Christian Hoche,
Et il a eu le prix Albert Londres en 1978, mais 2 ans auparavant, il était en Somalie et il a rendu compte du transfert de population d'un désert vers le bord de mer. Et il y avait eu quelque chose comme 20 000 morts, du fait de la famine, de conditions climatiques terribles, les troupeaux mouraient, et donc il y a eu mobilisation de moyens militaires, à la fois d'avions et de camions, pour transporter toutes ces populations. Eh bien, si vous voyez cette vidéo, vous ne pouvez pas savoir qu'elle n'a pas été tournée et qu'elle est une pure invention d'images artificielles. C'est tout à fait stupéfiant. Et j'ai donc essayé de joindre ce jeune homme qui m'a dit, écoute, il y a 10 jours, je n'aurais pas pu le faire, et il y a eu une accélération brutale des capacités donc de l'intelligence artificielle. Donc voilà, je vous dis ça parce que j'ai vu, à propos d'un reportage qui n'est pas sans nous poser énormément de questions, vous imaginez bien, cette capacité à générer, d'après le reportage de presse écrite, qui était en quelque sorte le prompt, c'est-à-dire les indications données à la machine, et la machine a créé quelque chose d'absolument stupéfiant. Cac, tu voulais ajouter? Oui, on a parlé au tout début de la réunion du fait que le dessin de presse, je crois que c'est toi qui disais ça, avait un peu quitté son rôle originel et que maintenant c'était un instrument de géopolitique. Ouais. Alors je voulais montrer 2 dessins qui démontrent exactement ça. C'est que quand il y a eu la Covid, on a tous commencé à faire de l'humour. Au départ, on soupçonnait tous, et on le pense encore pour une partie d'entre nous, que ça pouvait provenir de Chine, le virus. Ouais. Et donc, si tu veux montrer le dessin voilà, donc on était plusieurs à avoir des idées, donc très basiques, encore une fois, on en revient au symbole, le drapeau chinois. Donc ça, c'est Lecteur, un grand dessinateur belge, qui avait fait ce dessin. Eh bien, la Chine a fait déposer plainte officiellement. Il y a eu 2 ou 3 pays où on a parodié le drapeau. La Chine a déposé officiellement plainte dans les ambassades, via ses ambassades dans les pays en question, en demandant que les dessins soient retirés des sites internet des journaux. Évidemment, aucun des gouvernements européens concernés. Les 3 dessins étaient en Europe, non obtempérés. Mais pour montrer quand même que ça devient un enjeu de diplomatie, au fait qu'ils vont non seulement, vous doutez bien que c'est pas possible d'être dessinateur de presse en Chine aujourd'hui, en tout cas si vous critiquez le gouvernement. D'ailleurs, le dernier dessinateur de presse qui se permettait d'émettre des critiques, c'était à Hong Kong, a perdu son poste il y a 1 an et demi, il s'appelle Zun Zi, il a été licencié parce qu'il critiquait trop régulièrement le gouvernement de Hong Kong. Donc ça n'est plus possible. Mais ça ne s'arrête pas à ce cadre-là, c'est qu'il y a même des interventions, un peu comme Erdogan le fait avec certaines couvertures de Charlie, il y a même des interventions internationales pour faire interdire des dessins. Et il s'est produit presque la même chose avec cet autre dessin venant de l'Inde, et c'est là-dessus que c'est ça dont je voulais parler. Un dessin qui a été publié dans un journal allemand, je crois, celui de Chapat. Non, je voulais que tu montrais celui de Chapat, tu sais, avec le train, qui a été publié, alors je crois que c'est dans le Spiegel, bah oui, c'est marqué dessus. C'était publié en Der Spiegel, c'était au moment où l'Inde a dépassé la Chine en nombre d'habitants. Et donc est devenu le... Et donc il fait ce dessin, et il y a eu on va dire une utilisation politique par le parti de Modi sur ce dessin. Alors ils sont partis de l'angle du racisme, en disant bah oui voilà les Indiens donc forcément c'est un train pauvre avec des gens accrochés sur le côté alors que la Chine a un train super beau. Alors c'est-à-dire c'est une incompréhension du dessin, le dessin est plutôt en hommage de l'Inde qui vient de dépasser, c'est de montrer que même le TGV chinois n'arrive pas à aller aussi vite que les Indiens qui sont tous ensemble et qui avancent ensemble. Et pour ce faire, il a utilisé 2 clichés touristiques, effectivement un TGV et un vieux train indien. Mais ce qui était intéressant, c'est que derrière la polémique, c'était pas du tout des internautes qui étaient tombés sur ce dessin et qui n'étaient pas contents, c'était des élus du parti de Modi qui en fait utilisaient ce dessin pour faire la propagande de leurs idées nationalistes, de la défense, que eux ils défendent la vraie Inde, machin, etc. Donc le dessin de presse, effectivement, devient un enjeu géopolitique, et il y a une tendance qui n'est pas du tout rassurante, qui est pour ce qui est de la liberté d'expression. On a parlé de Cuba tout à l'heure, il y a de nombreux pays où en fait c'est difficile, et surtout la liste de ces pays augmente. Et là, depuis quelques années, la Turquie, c'est devenu quasiment impossible de faire du dessin de presse en Turquie. On a même une dessinatrice, il y a Mousa Kart, un grand dessinateur, avait déjà été en prison. C'est depuis qu'Erdogan est au pouvoir. Hein. On a une dessinatrice qui est actuellement inquiétée par les pouvoirs publics pour un dessin. Alors je crois qu'on l'a d'ailleurs. Voilà. C'est un dessin qu'elle a fait pendant la pandémie.
Mais qui dit ouf, j'ai pas perdu le goût. Mais bon, on est d'accord, c'est de la gaudriole. Ça pourrait être dans Charlie pour le coup. Oui. Mais elle est attaquée pour obscénité, je crois. Obscénité. Voilà. Il est à peu près clair pour tout le monde en Turquie que si c'est un homme qui avait fait le dessin, aucun problème. Il y avait pas, parce que c'est une femme, elle est attaquée. Et ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on a des pays comme la Turquie, qui sont des grandes démocraties laïques, en théorie, des pays comme l'Inde, qui sont de gigantesques démocraties, qui sont en train de basculer dans des zones où toute expression de critique du pouvoir, progressivement, et les dessinateurs de presse et dessinatrices toujours en première ligne, va être censurée. Et on en arrive à un stade aujourd'hui, on finit par se rendre compte, si finalement vous faites la carte du monde, que le dernier endroit où on peut avoir ce genre de réunion, discuter, montrer des dessins avec des nichons, des fesses, des insultes sur le président et ou n'importe quel dirigeant de la planète caricaturé, le nombre de pays, la zone est en train de se refermer. Ça aussi c'est une caricature, mais c'est quand même la tendance autour de l'Europe. Les États-Unis, très compliqué, sauf si vous riez de la politique, ça c'est toujours possible. Mais sur les sujets de société, de mœurs, etc., comme tout c'est très polarisé et qu'il y a beaucoup de précautions, c'est devenu quasiment impossible de rire de ces sujets. Et donc la zone dans laquelle le dessin de presse, la caricature, l'humour sur la société est encore relativement libre, devient extrêmement rétrécie. Ce n'est pas un phénomène totalement rassurant. Guillaume ? Oui, on a peut-être aussi des phénomènes ici de restriction de la possibilité de rire de tout, entre guillemets, notamment de la part des autorités. Dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, il y a eu plusieurs événements autour de productions visuelles qui ont donné lieu à poursuite. Une fois, un pantin de Macron brûlé en place publique, ce qui se faisait beaucoup depuis la Révolution française, on brûle des mannequins comme ça dans des sortes de processions festives et satiriques. Là, il y a eu procès, et je ne sais pas s'il y a eu condamnation, mais il y a eu aussi un camion rose, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, où on voyait le préfet l'allemand avec Macron qui était sodomisé entre guillemets par Biden, je crois, et l'Allemand a attaqué et il a été débouté. Et là, c'est intéressant de voir que la justice a considéré qu'on était dans le cadre d'une expression satirique, mais ça n'a pas empêché, jusqu'à ce qu'il y ait le résultat du procès, que le camion soit saisi et qu'il y ait une très grosse pression sur les gens. Mais ils ont été déboutés. Ils ont été déboutés, donc ça, c'est pas mal. Sarkozy aussi avait attaqué, notamment, il y a eu un dessin de presse qui attaquait la police et qui représentait un policier en cochon. Et le premier à attaquer, c'était un ministre de l'Intérieur socialiste. Ensuite, il y a eu Sarkozy qui est allé au bout et qui a fait condamner le dessinateur. Bon, c'était 500 € d'amende, mais c'est quand même symbolique. Sarkozy qui, au procès Charlie, avait dit « Je préfère un excès de caricature à un excès de censure ». Il faisait condamner au même moment pour complaire à la police. Il a aussi fait condamner des marionnettes vaudou à son effigie. Oui, donc, des petites statuettes. Voilà, et ça, finalement, c'est quand même présent. C'est à bas bruit. On en parle assez peu parce que finalement, c'est très peu par rapport à ce que vivent bien des dessinatrices ou des dessinateurs dans un certain nombre de pays où là, c'est le risque d'y laisser sa peau. Mais c'est quand même là. Et les préventions dont je parlais tout à l'heure, qui sont une réalité, moi en tant qu'historien, j'ai pas vraiment d'avis. Je dis pas il faut interdire le dessin de presse. Je suis plutôt du côté de la plus grande liberté. Mais quand je dis ça, ça veut dire aussi que je serais pour éventuellement qu'on permette la liberté aussi à des gens qu'on interdit de s'exprimer, ce qui est problématique. Aujourd'hui, on est dans un certain confort à avoir une extrême droite qui est limitée de ce point de vue-là. Mais l'historien, lui, si on avait appliqué les lois d'aujourd'hui au 19e siècle, il y a 50% de la production qui ne serait pas parue. Donc, beaucoup moins de travail pour moi, donc décevant. Mais en tout cas, voilà, des crispations, elles sont là. Et l'avenir dans tout ça, c'est pas très réjouissant quand même. Alors, je vous remercie infiniment d'être venu. Je vous montre, parce que les grands auteurs, c'est important, ce livre de Guillaume Doisy, je crois qu'il est là, Dessin de presse et démocratie, on apprend énormément de choses. Et puis je vous recommande bien sûr tous les dessins de CAC, là où ils se manifestent, à la fois dans le quotidien, l'hebdo. Et pour finir... Et sous forme de recueil. Et sous forme de recueil, avec... donc le tract la dire la ligne collection des tracts qui va revenir en librairie parce qu'il était épuisé, mais il revient tout de suite en librairie.
Ah oui, bien sûr. Voilà. Qu'il 40 était dessins pour épuisé. Charlie, édité par Gallimard avec Cartooning for Peace. C'est trop bon. Et je finis avec cette phrase qui est d'un auteur magnifique qui s'appelle Guillaume. En démocratie, la caricature reste un instrument déséquilibré et problématique, mais elle vaut sans doute mieux qu'une case blanche. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Wow.